la période des guerres d'indépendance, on a eu le déchaînement et la stigmatisation, avec les vocabulaires qu'on connaît tous, hein. On avait les Sarrasins, les indigènes, les bougnoules, les crouilles, les ratons, les gris, les melons, tous ces vocabulaires, moi j'ai grandi avec, quoi, je l'ai entendu. J'ai entendu de la part des gamins à l'école, des racistes du quartier, des commerçants, etc. On a entendu ces propos-là. Et donc on a aussi quelque chose qui en filigrane, qui a toujours existé, c'est cette hiérarchisation des cultures, des civilisations. Quand Jules Ferry dit les civilisations supérieures en train de voir les civilisations inférieures, c'est quelque chose qui est resté dans le subconscient collectif, et il est arrivé à se supplanter au racisme de Gobineau. Les races n'existent pas, les races biologiques n'existent pas, mais on a racialisé une catégorie de gens. Les indigènes, les arabes, les bougnoules sont racialisés. C'est une catégorie bien particulière, sociale, qui compose le tissu social, et on ne peut pas dire que c'est des êtres inférieurs, même si aujourd'hui encore les théories à la Gobineau continuent à faire des ravages dans les stades. Combien de fois on a entendu des salopards faire des cris de singe quand il y a des joueurs noirs sur le terrain? Combien de joueurs noirs ont arrêté de jouer en disant « moi je ne peux pas jouer dans ces conditions-là ». Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on renvoie l'autre à son état bestial, on le sort de l'humanité, on le déshumanise. D'ailleurs c'est Fanon qui parle de cette dimension-là, il dit le blanc, excusez-moi le terme, hein, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, quand il parle des indigènes, quand il parle de l'autre, il parle en termes zoologiques. C'est le raton, le bougnoul. D'ailleurs, remarqué, j'ai écouté quand il y a eu la Coupe d'Afrique, vous avez remarqué les noms des équipes de foot? Les Fennecs, les Aigles, les Éléphants. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est pas le fait du hasard, moi je pense. Il n'y a pas de hasard dans cette affaire-là. On ne dirait pas les joueurs ivoiriens ou les joueurs sénégalais, encore une dénomination, une zoologisation des réalités de ces gens-là. Donc ça, c'est resté. Et pour camoufler, effectivement, on va avancer des arguments. On va avancer d'autres arguments. On va avancer la vitrine, la laïcité, la démocratie, le féminisme, l'égalité. Ça, c'est la façade. C'est ce à quoi on aspire tous. Qui qu'on soit, de quelque confession qu'on soit, de quelle philosophie qu'on soit, on aspire tous à vivre dans une société égalitaire, fraternelle, humaine. Mais quand il y a la hiérarchisation qui est déjà instaurée dans les têtes, et dans les textes, et dans les lois, dans le système, c'est pas possible. Donc on va camoufler l'injustice en disant « oui, mais ils ne sont pas assez démocrates, vous comprenez, et ils sont arriérés, leurs mœurs ne sont pas adaptées aux nôtres. » J'ai entendu les propos de Fillon dernièrement, c'est hallucinant. Quand on entend, comment il s'appelle aussi, Valls, qui parle d'ennemis de l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, c'était les Juifs dans les années 30, pour qui on a érigé des lois, les lois de Nuremberg, qui s'apparentent un petit peu à ce qu'on est en train de vivre là, petit à petit là. Hein, on commence à sortir des lois pour interdire les femmes de travailler dans certains. Il y a déjà 7 millions d'emplois qui sont interdits aux gens qui ont grandi ici, qui ont peut-être construit la France, plus que ceux qui ont navigué dans le monde, comme de Villepin, là, qui n'a rien contribué ici, qui s'est baladé en tant que diplomate, et qui, lui, a le droit, lui, de parler de ça et de construire l'identité, alors que ceux-là, non, ils n'y ont pas le droit. Donc, féminisme, démocratie, laïcité, valeurs nobles, effectivement, mais sur lesquelles il y a eu un monopole blanc. Malheureusement, aujourd'hui, depuis 1492, ça historiquement, c'est avéré, toutes les conquêtes, tout l'esclavage, toutes les colonisations par la suite, ont instauré ce rapport-là au monde. La vieille Europe, y compris aux États-Unis, enfin partout aux Amériques, elle a instauré cette hiérarchisation. Et aujourd'hui, on est encore dans ce rapport et dans ce regard de la hiérarchisation de civilisation. Les Arabes, les Noirs, les Roms, on est en bas de l'échelle, quoi. Voilà, donc, et en haut de l'échelle, voilà, c'est le blanc en nombriliste qui se regarde en disant, moi, j'ai ce monopole et je suis le meilleur. Donc, sur l'islamophobie, rapidement, quand même, pour dire que c'est une islamophobie d'État, oui, 82, on a entendu le propos du Premier ministre, 89, la première affaire du voile, et ça permet, alors, ça aussi, c'est un filon, moi je dis toujours que c'est un filon politique, c'est une mine d'or, l'islamophobie, c'est une mine d'or. Certains bougnoules, excusez-moi le terme, l'ont compris rapidement, et ils ont compris la ficelle, et ils sont arrivés vite, là-haut, alors qu'ils n'avaient aucune compétence. Donc quand je vois Fadela Amara, qui arrive à être secrétaire d'État, alors qu'elle n'est pas capable de faire un texte en français correct, je la défie de faire une dissertation correcte, et de la faire corriger par des professeurs de français, et vous allez voir, c'est hallucinant. J'ai entendu des fois dire des propos, même des liaisons, elle n'est pas capable de les faire. Se retrouver secrétaire d'État, c'est pas rien, quoi. Parce qu'elle a compris qu'il fallait
taper sur l'islamiste, sur le garçon arabe, sur le mec des banlieues, violeur, voileur, assassin potentiel, trafiquant de etc. Et l'ascension a été très très rapide. Donc là, il y a des gens, ils ont compris la ficelle. Et il y en a un qui a compris la ficelle avant tout. D'ailleurs, ça lui pose des problèmes de conscience, parce qu'il est noir. C'est Ernest Chenière, le principal du collège de Creil, en 89. Le mec, il était principal du collège, il se retrouve député à l'Assemblée nationale. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a fait le buzz, comme on dit, ça n'existait pas à l'époque. Il a fait le buzz sur la jeune fille qui portait le foulard dans son école. Et le mec, il s'est présenté, tac, tac, élu, etc., toute la classe politique derrière, machin. Et après, ça a été effectivement un fonds de commerce. Et la meilleure illustration, ça a été la période Sarkozy. Sarkozy, lui, il est allé sans gants, quoi. Un peu pour siphonner les voix du Front National, et un peu pour continuer à instaurer cette division, cette diabolisation de l'autre, pour camoufler leur échec sur le plan de la gestion économique et sociale. Et ils ont fracassé l'autre, jusqu'à au mouton dans la baignoire, etc. Et Copé, etc. C'est vulgaire, quoi. C'est gros. Bon sang, mais je comprends pas comment des gens instruits qui ont fait l'ENA, qui ont un bagage intellectuel, qui ont des neurones qui fonctionnent, ils arrivent à utiliser des ficelles de cet ordre-là. Ouais, le petit pain au chocolat, machin, le ramadan, mais on est où là? C'est une république bananière, c'est quoi ce truc-là? On est en France, pays des droits de l'homme, on se moque de nous. Alors ceux-là, je me dis, bon, ils sont égaux eux-mêmes. Ils sont dans la tradition des Maurras, des Barrès, des monarchistes, des anti-républicains, des anti-Dreyfusards. Ils sont dans leur logique. Mais les autres, nos frères de lutte, la gauche, octobre 17 est passé par là, soi-disant, nanani, nanana, un modèle de société, l'égalité entre les gens, tous frères, l'international et tout ça. Tintin, oui. Bah oui, on se moque de nous. Moi, j'ai chanté la Marseillaise, moi. J'ai été avec les ouvrières, avec Krivine, avec la Guillet, tout ça. J'y croyais, moi. Et quand je vois après avec la Guillet, bras dessous, avec Fadela Amara, qui ont exclu le jour de 8 mars de manifestation des femmes voilées, je me dis, bah bravo. Bravo la gauche. Bravo les révolutionnaires. Vous vous rendez compte? Vous voyez les collusions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'islamophobie, c'est un fonds de commerce politique dont la gauche et l'extrême gauche ne sont pas avares non plus. Parce que voilà, tout le monde a entendu parler de l'affaire de Lia Moussaïb, entre autres, qui a été candidat du NPA et qui a défrayé la chronique. Et j'ai lu des motions à l'Assemblée générale du NPA, enfin au congrès du NPA. J'ai eu des motions, je vous assure, elles n'ont rien à envier au Front National. Je vous assure. J'ai lu, je ne croyais pas mes yeux. Ça, c'est du NPA, c'est pas possible. Eh bien oui, c'était possible, oui. Même au NPA. Il y a des gens, d'ailleurs, les affaires d'Alma Ilila, les jeunes filles, là, les filles Lévy, qui ont été exclues en région parisienne, c'est deux profs de la LCR. C'est l'ancêtre de NPA. C'était des mecs d'extrême gauche qui ont fait tout un business pour exclure des jeunes filles. C'est quand même hallucinant, ça. C'est quand même hallucinant. Alors je m'excuse, hein. Qui aime bien châtie bien. Moi, je tape sur ma famille parce que, voilà, c'est ceux qui me font plus mal. Les autres, ils me font pas mal. Je sais, Le Pen et tout ça, et Copé, Sarko, tout ça, je m'en fous. Pour moi, c'est des bouffons. Mais quand c'est des gens en qui on met un espoir, qui ont pourtant soutenu, moi j'ai connu des syndicalistes dans les années 70, ils ont défendu mon père et ils m'ont donné l'envie de militer. Des syndicalistes sincères qui ont dit que les ouvriers immigrés étaient exploités, que mon père, parce qu'il ne savait pas lire et écrire, on lui a bouffé son panier, ses frais de déplacement, etc. Et qui m'ont appris à me battre. Il y a eu ça, il y en a encore, Dieu merci, à titre individuel. Mais les organisations, à faire le pour et le contre, je vous donne un exemple flagrant. Les Verts, on ne peut pas taxer les Verts en tant qu'organisation d'être islamophobes. Et bien pourtant, quand ils font des calculs, ils deviennent islamophobes. On a eu une affaire à Lyon. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire de la voilée de Lyon 9e. Une jeune fille qui vient le plus jour de sa vie, elle vient pour se marier. Elle rentre dans la mairie, elle s'installe, et on a une bougnoule de service, excusez-moi le terme, je prenais au second degré bien évidemment, qui la regarde et qui dit, une élue verte, elle lui dit, madame, vous enlevez votre foulard sinon je ne vous marie pas. C'est un foulard normal, un voile quoi. Et la fille, elle dit, mais madame, mais j'ai le droit, moi, il n'y a pas une loi, pourquoi vous m'interdisez Elle dit, non, vous ne faites pas, je vous machin. Donc la fille, elle se met en pleurs, elle enlève son voile, elle est humiliée, et on lui gâche le plus beau jour de sa vie. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne savait pas qui c'était encore, on a appris l'affaire. Elle a été confirmée par des employés municipaux qui étaient présents en salle de mariage. On mobilise toute la dynamique des Verts, tout, parce que c'était nos copains. On a fait la campagne de Beauvais, on a des gens chez les Verts, on a machin. On dit, allez, on va mobiliser tout le monde. Tac, 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 il y a eu 65 000 mails en 2 jours pour parler de cette affaire. Et il n'y a aucun homme politique vert, pas même Noël, ma mère,
qui a eu le courage de défier la République et les lois de la République, en mariant un couple homosexuel à grand renfort de publicité, et n'a eu le courage de dire que c'était un acte condamnable, et un acte que les Verts condamnent. Ni Eva Joly, ni personne, personne, aucun des Verts n'a pris une position, à part, comment il s'appelle, l'ancien secrétaire général, j'ai oublié son nom, Gilles Lemaire, voilà, que je salue au passage, qui a eu le courage, qui a dit c'est inadmissible qu'on laisse des pratiques comme ça, faites par des élus verts. Vous voyez? Et alors que quand j'ai creusé un peu, parce que ça a mis 7 mois quand même, avant qu'on découvre le couple, et qu'on dépose plainte, pendant 7 mois, on a essayé de comprendre. Et on a essayé de comprendre et voir pourquoi les Verts ne sont pas positionnés pour dire que c'est un acte discriminatoire qu'il faut condamner, qui n'est pas conforme à nos principes, à nos valeurs. On s'est rendu compte que si jamais ils prenaient position, ils perdaient des voix à l'intérieur des Verts qui étaient des voix racistes islamophobes. Vous voyez? Donc voilà, donc l'échantillon il est complet à mon avis. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est pas une phobie, hein? Ouais. Le temps passe vite, c'est vrai, mais je vais essayer d'accélérer. C'est pas une phobie, c'est une guerre. C'est une guerre, et j'appelle ça, c'est une guerre de... C'est une bombe, l'islamophobie, c'est une bombe de diversion massive. Saïd, j'ai trouvé un texte, Saïd disait c'est une bombe de division massive, c'est vrai, mais c'est une bombe de diversion massive. Parce que quand on jette un truc comme ça, les gens, ils s'intéressent plus à ce qui se passe. Vous voyez, là, demain, ils vont nous sortir une affaire, je vous assure, les trucs de Cahuzac et tout ça, les 80 milliards de fraude fiscale, on va les oublier. On va nous dire, oui, mais... Vous pensez pas que la circoncision, quand même, c'est violent pour les enfants et tout ça, et c'est atteinte à l'intégrité du gosse et tout ça? Je vous assure, ça peut très bien nous prendre au nez. Mais sauf que là, on est protégé par nos cousins juifs. Et je dis, c'est vrai. Ils ont essayé le halal, vous vous rappelez? Fillon, on a essayé d'avancer sur le halal. Et c'est vite retracté. Quand le rabbin là, il s'est levé, quand le CRIF s'est levé, il a retiré ses billes. Non, c'est pas grave. Même en Allemagne, hein. L'Allemagne est reculée. Donc c'est quand même affolant, quoi. Donc voilà, c'est une arme de diversion massive, et elle fonctionne tant qu'on ne prendra pas conscience, nous, que c'est une entourloupe, et qu'il faut qu'on avertisse, il faut qu'on milite, il faut qu'on travaille autour de nous, pour dire attention, ils sont en train de nous la jouer à l'envers, ils sont en train de nous préparer une guerre. Et moi je pèse mes mots, ils nous préparent une guerre, on tombe en récession, il y a une crise économique, la Chine elle monte, l'Europe se casse la gueule, les États-Unis se cassent la gueule, il va y avoir... D'ailleurs, regardez la géostratégie, regardez la base américaine où sont, regardez les foyers de tension aujourd'hui, ils sont en train de nous préparer une guerre. Moi, je vous le dis, et il ne faut pas qu'on soit dupe, il faut qu'on soit unis, et qu'on ne tombe pas dans le panneau de la division, parce que nous sommes tous d'ici, on est chez nous ici, et on doit défendre le chez nous, pour que nos enfants demain, ils puissent vivre en paix. Sinon, ça va être la catastrophe. Excusez-moi, parce que les notes, j'étais censé les suivre, mais je ne suis pas du tout. Donc, pour dire quand même que aujourd'hui les actes vont très loin, quoi. Moi, en venant là, j'ai eu une femme qui m'a appelé, elle était en pleurs, elle déprime, elle est à Nîmes, elle fait une formation d'aide à la personne. Elle me dit, il me harcèle, j'ai mis un bandeau. C'est un institut de formation qui n'est pas concerné aucunement par les lois islamophobes, les lois d'exception du 15 mars 2004 et la loi sur le niqab et tout. Eh bien, ils lui font la pression. En plus, souvent, c'est d'ailleurs des gens de gauche, je sais pas quoi, des gens progressistes et tout ça qui jouent ce jeu-là. Ben, je vous assure, elle m'appelait, elle était en pleurs. Et je lui dis, ben, écoutez, mettez-vous en maladie, arrêtez-vous, allez voir un médecin, mettez-vous en maladie et demandez-leur un courrier écrit qui justifie votre exclusion pour port de bandana. Elle met un bandeau sur la tête. Eh ben, on lui dit non, tu fais pas la formation. Et une autre, dans le train, je reçois un truc, elle me dit, voilà, un Greta à Paris refuse une femme parce qu'elle porte un foulard. C'est quotidien. Quotidien des affaires comme ça. Et c'est pas rien. Et c'est vrai qu'en termes de chiffres, bon, vous pensez que vous avez une idée des chiffres, c'est pas vrai, on est très 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 loin des chiffres. Quand le CCIF annonce des chiffres, ce que je disais tout à l'heure à Ali, ils annoncent des chiffres partiels parce que d'abord c'est une partie de visite d'iceberg et ils ne tiennent pas compte des chiffres de crimes. Nous on a plus d'une centaine de cas l'année dernière. L'Observatoire contre l'islamophobie dépendant de la mosquée de Paris a aussi des cas. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut peut-être qu'on regroupe tout ça pour pouvoir donner la véritable mesure de l'augmentation de l'islamophobie qui a été confirmée par le CNCDH, la Commission consultative pour les droits de l'homme, qui dit que depuis 3 ans, il y a une augmentation constante des actes islamophobes. Et l'islamophobie, pour nos amis de gauche et d'extrême gauche qui nous la jouent à l'envers, oui, mais Abdelaziz, l'islamophobie, c'est un terme inventé par les intégristes, c'est pas vrai. En 1910, on parlait d'islamophobie en ce qui concerne les Noirs au Sénégal, les musulmans noirs au Sénégal, pas pour dire qu'il ne fallait pas les traiter de manière discriminante. Et ils disent, oui, mais c'est une façon de nous dire, pas critiquer. Non, c'est pas vrai. Critique, moi c'est pas mon problème, mais reconnais que c'est un fait scientifiquement avéré. Il y a eu une enquête qui a été faite par 2 universités, une française et une anglaise, qui ont démontré que sur 600 CV, il y a eu 600 CV, ils ont pris exactement les mêmes caractéristiques sur le CV, et ils ont changé le prénom. Une qui s'appelle Marie, une qui s'appelle Fatima. Fatima Diouf, Marie Diouf.
Et la seule caractéristique dans le CV, c'est qu'il y en a une qui a été au scout musulman de France, et l'autre, elle n'était pas. Ils ont envoyé à 600 employeurs potentiels, il y a 2,5 fois plus d'invitations de Marie que Fatima. Donc ça veut dire que le seul critère qui distinguait les deux CV, c'est un critère religieux, l'islam. Et ça a été un facteur d'exclusion. Donc maintenant, ceux qui veulent fantasmer en disant l'islamophobie, non, nanana, ils se débrouillent. Ils l'appellent musulmanophobie s'ils veulent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait contre? Ce que je leur dis, qu'est-ce que vous avez fait contre? Si c'est de la musulmanophobie, montrez-nous. Très vite. Alors pour vous donner un peu un ordre d'idée, en 2010, il y avait 220 000 actes de discrimination. Et il y a une étude anglaise qui a été faite, là j'ai parcouru tout à l'heure dans le train, en Angleterre, il y avait 65 000 actes de discrimination en 2009, sur lesquels 45 000 étaient à caractère religieux, discrimination religieuse. Donc si en France on est à 220 000 et qu'on prend les mêmes proportions que l'Angleterre, ça veut dire que c'est peut-être 150 000 ou 160 000 actes de discrimination à connotation religieuse qui ont été commis en France. Au point que Bobigny, le tribunal de Bobigny a instauré un substitut de procureur chargé des discriminations. Tellement il y en a. Parce que Saint-Denis, voilà, c'est une population mixte. Donc c'est pas rien, quoi. Pour vous donner un petit peu une idée de tout ça. Donc voilà, dérapage contrôlé, ça oui. Les dérapages qu'on voit à la télé, c'est calculé. C'est pas des dérapages, c'est pas des erreurs, c'est Brice Hortefeux avec ses Auvergnats, etc. Tout ça, voilà, ça fait partie de la tambouille. Et moi je vous dis aujourd'hui, franchement, il faut prendre conscience du fait que nos concitoyens de confession musulmane souffrent beaucoup, particulièrement les femmes. Je vous assure, nous on a l'écoute, on prend le temps d'écouter les gens, et je vous assure, c'est vraiment terrible. Et ça, vous savez ce que ça crée? Ça crée de la haine, ça cultive de la haine, l'enfermement, mais la haine. Et quand il y a la haine, c'est l'irrationnel. Si demain, des gens blessés comme ça, des apprentis sorciers viennent les voir et leur dire, tenez, va t'exploser là-bas, ils vont s'exploser. Qu'est-ce qui fait les kamikazes? Qu'est-ce qui fait les attentats kamikazes? Si c'est le désespoir et la souffrance. Et là, beaucoup de gens l'ont compris. Et la France ne veut pas comprendre. Khaled Kelkal, à Lyon, Mohamed Merah, c'est des gens qui ont grandi ici. Comment, du jour au lendemain, le gamin, il devient une bombe humaine, il va tuer? Mais pourquoi on ne veut pas réfléchir sur ça? Et au lieu d'ouvrir la cocotte et de verser, de voir qu'est-ce qu'il y a dedans, non. On met le couvercle et on nous amène des pseudo-scientifiques ou des musulmans conscients, voilà, à Saint-Chalroumi, l'imam à 2 balles, et on nous dit, voilà, non, voilà, c'est eux qui vont parler d'islam. Mais on se moque de qui? Et moi, je dis, là, c'est la responsabilité collective. Très brièvement, alors voilà, tous ces passages à l'acte, tous ces dérapages, ça entraîne quoi? Ça entraîne le rejet, ça entraîne la peur. Alors il y a de la peur, c'est vrai. Moi je ne veux pas non plus faire de l'angélisme, ni de l'essentialisation, ni de l'angélisme. C'est sûr que moi je suis dans un quartier, la première fois que j'ai une fille avec un niqab, des gants noirs et machin, j'ai sursauté moi, ça m'a surpris. Je dis oula, bon, ça peut me surprendre, comme quelqu'un me surprend, quand il se balade à moitié nu, je sais pas quoi, ben je me dis, si la loi lui permet, voilà. Mais c'est pas une raison. Il faut voir le pourquoi de cet enfermement. Quand on te stigmatise pendant 30 ans, quand on te diabolise, quand on te traite comme sous-citoyen, eh ben, l'enfermement, le repli communautaire, entre guillemets, eh ben, il est facile, effectivement. Et la radicalisation est facile. Sachant qu'il y a des gens qui jouent derrière, et pas seulement des illuminés enturbanés. Il y a des services qui sont spécialisés dans le recrutement de têtes brûlées et dans l'entretien de cette flamme de la haine. Donc, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Par croire que le mec du jour au lendemain, il va s'enturbaner, il va venir faire du recrutement en disant on va faire sauter des bombes, etc. Donc rapidement, on arrive à 75% de Français qui disent l'islam, il n'est pas compatible avec les valeurs de la société française. En 2010, 42% pensent que la présence des musulmans est une menace pour l'identité de leur pays. Et vous savez, quand est-ce arrivé? Au moment où il y avait le débat sur l'identité nationale. Vous voyez? Donc il suffit d'une exploitation politicienne, médiatique, quelques intellectuels avides de postes, à la Caroline Forest et autres, pour arriver à obtenir 47% de gens qui disent « Oula, c'est une menace, ces gens-là ». Et quand on dit menace, ça veut dire on s'arme. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'arment. Il y a des Français de souche qui s'arment. Ils s'arment parce qu'ils disent « Oula, demain, ça va péter ». Et je préfère, moi, pouvoir avoir des armes pour me défendre, ou pour attaquer, ou pour chasser, ou pour exterminer. Parce que, je disais tout à l'heure, oui, effectivement, les protestants, ils ont eu droit, les juifs aussi. Et peut-être que demain, malheureusement, on y aura droit. On a eu un échantillon avec les Serbes en Bosnie. Des musulmans européens depuis plusieurs siècles, eh ben, ça n'a pas gêné grand monde, y compris l'armée de l'ONU qui était là-bas, les casques bleus qui étaient là-bas, de laisser massacrer 8000 musulmans parce que musulmans. Ça n'a pas gêné grand monde. Et c'est en train de passer aux oubliettes. Je suis sûr que la plupart des jeunes, quand ils disent Srebrenica, ils disent c'est quoi ça? C'est une équipe de foot. Oui, les enjeux, c'est important. Oui, effectivement, il y a des enjeux derrière tout ça.
Donc il y a une construction sociale, effectivement, politique et médiatique, qui enferme et assigne l'autre, l'arabe, le noir, le rome, le musulman et le pauvre, à la place du dangereux et du bouc émissaire, dont la parole est discréditée et l'existence menacée. C'est ça, aujourd'hui, la phrase qui résume notre situation. Les enjeux sont socio-économiques, sont néocoloniaux, l'impérialisme, le sionisme. Certains vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes, sionisme et moi, oui, si. La collusion entre l'extrême droite et les sionistes, par exemple, et la LDJ, et même Israël en tant qu'entité d'occupation en Palestine, la France, l'impérialisme occidental, les États-Unis, l'Europe. Pourquoi ils traitent avec certains islams et pas d'autres? En fait, c'est une islamophobie à géométrie variable, c'est une islamophobie de classe, une islamophobie d'empire. Je vous défie, et je disais, je ne sais pas qui est derrière moi, je dis, écoutez, moi je vous défie de me trouver un agent de police qui est capable d'aller verbaliser la femme d'un Saoudien qui vient à Place Vendôme à Paris. Je le défie. Ou qui vient au Ritz, ou qui vient à Cannes au casino. Je le défie. Qu'il prenne son courage à deux mains, qu'il essaie de la verbaliser. Jamais. Jamais. On est en train de traiter avec des pays rétrogrades qui vivent au Moyen-Âge. La femme n'a pas le droit de conduire. Vous avez vu le film, la gamine qui va s'acheter son vélo? C'est terrible. Et on traite avec ça, on les reçoit, machin. Mais quel islam on combat? L'islam de la résistance. L'islam du Hezbollah, du Hamas, du djihad islamique, de l'Iran qui veut avoir les armes de dissuasion. Israël a plus de 200 têtes nucléaires. Pourquoi on se prend... Voilà. Donc, il y a cette dimension aussi qu'il ne faut pas négliger, quoi. Et que c'est entretenu ici. J'ai une phrase, là, je la retrouverai sur Marine Le Pen, qui est allée en Israël faire l'éloge de l'entité sioniste. On a, comment il s'appelle, Geert Wilders, qui est allé là-bas, qui admire Avigdor Lieberman, qui veut mettre les Palestiniens à la mer. S'il y a des collusions entre l'extrême droite européenne et l'extrême droite sioniste, pour chasser le musulman, pas n'importe lequel. Pas le Chalgoumi qui vient s'asseoir à l'ambassade de France pendant qu'on bombarde Gaza. Pas le Chalgoumi qui reçoit les salutations de Shimon Peres à Paris, alors que ses frères ils sont en train de mourir dans une prison à ciel ouvert à Gaza. C'est cela, hein, on ne les combat pas, cela. Ouais, ça y est, donc je vais conclure. Désolé, hein, il y a tellement de choses à dire, mais bon, brièvement, quoi faire? Alors, effectivement, quoi faire? Alors, il y a, et je reviens à Fanon, parce que Fanon, il nous parle beaucoup, nous, hein, les opprimés. Il nous parle beaucoup, il dit qu'il y a trois postures, effectivement, face à l'oppression. Il y a la posture de celui qui va, et Erwin Kaufmann confirme la première posture, celle du stigmate. Celle tu vas dire, je suis intégriste, ben je vais devenir intégriste, je t'emmerde. Voilà, je vais devenir intégriste, je vais faire la barbe XXL, je vais faire un camis, je vais faire un grand tampon comme ça, et je vais pas dire bonjour, je vais dire t'es un mécréant, t'es un kafir billah. On a vu ça? Les pseudo-salafistes qu'on a dans le banlieue, c'est ça en gros. C'est ah mon frère, tu dis pas bonjour, c'est un mécréant, t'es fou, va dire un bonjour. Et alors qu'est-ce que tu fous là alors? Pourquoi tu prends les adresses familiales? Et pourquoi tu donnes ton salaire? J'ai dit va en Arabie Saoudite, alors moi je les prends au mot parce que je dis arrête, sois cohérent, bah va en Arabie Saoudite. Mais quand ils y vont, ils reviennent vite, hein, parce qu'ils restent encore qu'il y a du racisme anti-arabe. Voilà, c'est vrai, voilà, c'est bien dit. Parce que beaucoup ont fantasmé l'Arabie Saoudite, mais quand ils partent là-bas, oulala, ils se rendent compte qu'ils sont traités comme des moins que rien. Moi j'ai même un proche, il est allé à Dubaï, il travaillait comme cadre, un salaire mirobolant, il est revenu, il n'a pas pu supporter. Il m'a dit, ils ont une mentalité particulière, les mecs, c'est des racistes. Et même au pèlerinage, pour ceux qui ont fait le pèlerinage, vous voyez même la gradation des tentes et des lieux d'habitation en fonction des couleurs. Les Américains, les Européens, les Maghrébins et les Noirs. Horrible, véridique horrible.